Le RIC, c'est le truc qu'il faut absolument... C'est un référendum qui permet au peuple de participer à l'élaboration des lois, à la création des lois, à leur retrait. Je sais ce que j'en pense, moi, du RIC. Je sais. Si je voulais le dire en une formule, je vous dirais, le RIC, il me hérisse. Je suis pas pour. Moi, simplement, je veux le dire clairement. Je veux pas que demain, on puisse se réveiller avec la peine de mort dans notre pays parce que on aura eu un référendum d'initiative citoyenne. La première revendication des Gilets jaunes serait l'abrogation du mariage pour tous. Sincèrement, avec votre RIC, la loi Veil, elle aurait été votée, l'abolition de la peine de mort aurait été votée, le mariage pour tous aurait été voté, certainement pas. On nous faisait croire que voilà, il y avait que ces trois enjeux-là qui existaient, peine de mort, IVG, mariage pour tous. C'est ces trois enjeux qu'on nous a mis en permanence dans les médias, en ignorant totalement justement que l'Irlande, il y a moins d'un an, a légalisé l'IVG par référendum, ça on n'en a pas parlé, que la Suisse a légalisé, a interdit la peine de mort 43 ans avant la France par référendum, que le mariage pour tous a été légalisé en Irlande par référendum en 2015, ça on l'a pas dit. Dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, si vous faisiez un référendum d'initiative populaire sur quelque chose d'aussi grave que la peine de mort, je pense qu'aujourd'hui les gens voteraient pour la peine de mort. Dès qu'il est question d'un référendum populaire, Mussolini n'est pas loin. Ça a commencé comme ça, et Mussolini et Hitler. Les pires décisions politiques qui ont été prises, ça n'a pas été des décisions validées par référendum. Le fait de décider de larguer une bombe atomique sur une population civile, c'est des élites qui ont pris cette décision. C'est pas le peuple, hein. On n'a pas voté pour utiliser l'arme atomique ou ce genre de choses. Les remarques d'instabilité, de chaos, de ah mon Dieu, ce sera le saut dans l'inconnu, etc. C'est les remarques que les conservateurs ont faites quand il y avait des demandes pour le suffrage universel, pour le droit de vote des femmes, pour le droit de grève, pour les congés payés. C'est l'argument classique de ceux qui bénéficient de la situation actuelle, qui est mon Dieu, ne changez pas cette situation, vous n'imaginez pas, ce sera l'enfer si on change de situation. Et bon, c'est de bonne guerre, hein, c'est leurs intérêts, c'est leur position de classe. C'est quand même ça la force de la démocratie, c'est que finalement, et ça c'est notamment Castoriadis qui le développe, tout peut toujours être mis en cause. C'est un régime qui est autonome et donc qui peut toujours remettre en cause ses propres normes, qui ne va pas les figer de toute éternité, ce qui donc peut faire craindre à certains des retours en arrière, mais en règle générale, et moi c'est ça qui m'a frappé, c'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas un mouvement qui dit on veut la fin du mariage pour tous, on veut la rétablissement de la peine de mort et on veut la fin de l'IVG. C'est en aucun cas ce que le mouvement dit. Ce que le mouvement social va demander avec le référendum d'initiative citoyenne, c'est la justice sociale, et la fin des privilèges. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de dire j'ai peur du référendum parce que j'ai pas envie qu'on mette en cause mes privilèges et l'injustice sociale dont je bénéficie parce que je suis dans une position sociale dominante. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, donc on se réfugie derrière la défense de principes qui, en fait, sont pas remis en cause par un mouvement social. J'étais pas présent dans le débat public avant, mais en entendant ces espèces de prétextes un peu ridicules, alors qu'on a un pays plus catholique, qui a voté pour référendum sur ces enjeux récemment, et la population majoritairement a fait les choix progressistes, voilà, j'ai décidé de m'impliquer un petit peu parce que au bout d'un moment, faut arrêter de dire des bêtises, quoi. Quand j'entends dire on doit pouvoir faire un référendum pour révoquer le président de la République, c'est impossible et ça n'est pas décent. Il s'est imposé dans l'idéologie libérale dominante l'aversion totale du monopole. Le monopole, c'est pas bien. Voilà. Il y a une autorité de régulation de la concurrence c'est très bien. Par contre, en matière législative, monopole. Voilà. C'est les élus, ils ont le monopole, ils font la loi, et puis les autres, ça les regarde pas. On ne doit pas créer une situation de concurrence entre les formes de démocratie.
C'est très drôle de voir à nouveau ce Parlement pétri de son idéologie libérale, concurrentielle, capitaliste, qui dit c'est très important de pouvoir flexibiliser les licenciements. Tout le monde doit pouvoir être viré très rapidement, c'est un élément important d'une économie saine. Par contre, alors en politique, c'est impossible de se faire virer pendant son contrat. Imaginez qu'on leur dise, voilà, vous engagez un employé, et pendant 5 ans, c'est absolument impossible de le virer, même s'il ne vient jamais. Voilà, il est totalement absent, mais vous ne pouvez pas, c'est impossible de le virer. Il va finir son contrat de 5 ans, il sera payé à l'intégralité de son salaire. Enfin, ça, on l'accepterait pas. Donc on l'accepterait en aucun cas dans le monde de l'économie privée, ou même dans la fonction publique. Essayez de ne pas venir quand vous êtes fonctionnaire, vous n'êtes pas payé. Donc du coup... Ce serait logique s'il y a une faute grave, ou si en tout cas les citoyens estiment que la personne a fauté, a fait une erreur. A fait du mauvais boulot, oui. Et puis à nouveau, là, c'est pas non plus inventé totalement... quelque chose qui n'existe pas, puisque ça existe aux États-Unis notamment dans énormément d'États. On appelle ça le recall. Le recall, en Californie. On rappelle, vous êtes rappelés, il faut arrêter vos conneries. En Californie, mais dans un certain nombre d'autres États, et c'est utilisé, et c'est pas, voilà, le système américain a beaucoup de défauts, mais les États qui utilisent le recall ne sombrent pas dans le chaos. Si vous mettez un pouvoir politique en menace de révocation permanente, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Comment est-ce qu'on fait politiquement pour trouver un compromis? Ça existe quand même. Eh bien, on trouve comment ça, un compromis? Un argument qui est souvent utilisé, c'est que ça va créer de l'instabilité politique, sauf que l'instabilité politique, elle est déjà là, en fait. Oui, bien sûr, quand vous regardez la crise sociale qu'on a à l'heure actuelle, la crise environnementale, les mouvements sociaux, du coup, qui s'opposent à cette crise-là, en aucun cas, le modèle, il est stable. Le modèle, il est en effondrement complet. Les partis politiques ne suscitent plus aucune confiance les citoyens n'ont plus confiance ni en leurs élus, ni en leurs partis politiques. Ils sont plus satisfaits du tout du système dans lequel ils vivent, et ils ont l'impression que leur voix n'est pas prise en compte. Emmanuel Macron, d'un point de vue institutionnel, peut ne pas tenir compte des mobilisations. Il peut ne pas tenir compte de l'opinion. Le fait que se tienne un référendum révocatoire, la simple hypothèse que ça puisse se tenir, a une vertu particulière d'obliger l'élu. Avant d'avoir pour objectif de dégager l'élu, comprenez que ça a pour objectif de lui dire « rappelle-toi sans cesse que tu es tenu par la souveraineté populaire ». Si vous regardez les comportements des élus suisses, ils ne remettent pas en cause la démocratie directe. Du coup, leur système politique ne fonctionne pas de la même façon, puisque les décideurs, les groupes d'intérêt, etc., savent qu'il y a la possibilité, ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais qu'il y a la possibilité de déclencher soit un référendum facultatif pour virer la loi, soit une initiative pour en proposer une nouvelle. Et du coup, ça crée une espèce de culture de la concertation, où il y a par exemple quelque chose qui s'appelle la phase pré-parlementaire, dans lequel, avant de discuter une loi au Parlement, la commission qui va bosser sur la loi va auditionner énormément d'ONG, de groupes, etc., de syndicats, pour s'assurer que ça va, qu'ils peuvent y aller. C'est pas la France, c'est pas moi j'ai décidé, et puis ma majorité va voter comme je lui ai dit, et puis c'est super, et puis au pire 49.3. Donc voilà, donc ça change beaucoup de choses. Pour restaurer la confiance envers la démocratie, la majorité veut instaurer des propositions de loi d'initiative citoyenne. Si un sujet mobilise par exemple plus d'1 million de personnes, une proposition de loi sera alors élaborée par une assemblée citoyenne tirée au sort avant d'être examinée au Parlement. Ça, ce serait un usage de gouvernementalité du tirage au sort et de mécanismes délibératifs ou participatifs où voilà, on soumet au prince des propositions, et ensuite le prince en dispose comme il veut. Une assemblée citoyenne qui ait une connexion à la décision plutôt légère ou inexistante, comme c'était le cas par exemple aux Pays-Bas, bah, c'est un joli gadget mais ça ne sert pas à grand chose. Du coup, il faut être prudent, et je vois des collectifs qui demandent différentes innovations démocratiques, soit le RIC ou les assemblées citoyennes tirées au sort, et qui ne se rendent pas compte qu'en fait c'est très facile de retirer un des éléments du château de cartes et qu'ensuite ça s'effondre. Si les gilets jaunes augmentent encore en intensité de pression sur ce gouvernement, le gouvernement donnera le RIC, et lorsque le RIC sera du coup plus en possession des personnes qui l'ont porté, ils le dévoieront, ils le feront passer par une série de processus législatifs et juridiques qui à la fin aboutiront à un outil quasiment inutilisable, en tout cas pas menaçant du tout pour l'exécutif en place. C'est un des principes du gouvernement représentatif. Les gouvernants ne sont pas tenus par les gouvernés, ils font ce qu'ils veulent. Si c'est voilà, récolter des signatures, avoir un processus de délibératif pour qu'ensuite, de toute façon,
la décision finale soit triturée par le Parlement, on ne sort absolument pas du paradigme. Et je pense que c'est pas du tout ça la demande populaire à l'heure actuelle, qui est une demande d'ailleurs beaucoup plus globale que la France. Hein. Les mécanismes de démocratie directe, ils sont en progression dans énormément de pays et ils sont demandés et plébiscités par énormément de citoyens dans différentes parties du monde. Il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée. Il n'y a pas de dimension abrogatoire, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement demander au Parlement, s'il vous plaît, est-ce que vous voudriez bien abroger la loi que vous avez fait vous-même? Bon courage. Il n'y a pas de dimension constituante non plus, il n'y a pas de dimension révocatoire. C'est clairement une réaction conservatrice. Et pour moi, ça nie complètement la demande du RIC. La demande du RIC, c'est, étant considéré que les élus font pas correctement leur travail et prennent des décisions qui avantagent un petit groupe social privilégié et riche par rapport à l'immense majorité des gens et de la planète qui est en train de mourir, nous, citoyens, voulons directement pouvoir nous prononcer sur les sujets que nous estimons importants. Le fait de ne rien vouloir changer, c'est vraiment la pire des bêtises, parce qu'on est vraiment dans un bateau qui est en train de couler, et non, il n'y a pas de problème, on va essayer de ne rien changer. C'est une espèce de fin de non-recevoir, une espèce de gadget qui montre en fait à nouveau que les élites ont peur assez fortement ancrée de leur propre population, et eux qui disent qu'ils veulent restaurer la confiance, en fait ils n'ont aucune confiance envers leur électorat. Je pense qu'Emmanuel Macron a peur d'un référendum, il a peur de cette boîte de Pandore qui pourrait s'ouvrir, et quand même, disons-le, il est dans une tradition très 5e République, Emmanuel Macron, très verticale. Or, dans la 5e République, le référendum est un outil plébiscitaire, il est utilisé par le pouvoir pour se légitimer, il n'est pas utilisé pour permettre au peuple de remettre en cause le pouvoir.